Bonjour Nicolas Walker, bienvenue. Vous êtes Bonjour. donc avocat associé au sein du département énergie et ressources naturelles chez Reed Smith. Parmi les activités de ce cabinet qui compte 28 bureaux à travers le monde, il y a les énergies renouvelables. Juste pour poser un peu le décor, quel type de projet vous accompagnez ? Nous accompagnons tout type de projets énergétiques, renouvelables, nucléaires, aussi traditionnels, classiques. Moi, je m'occupe tout particulièrement des enjeux de droit de l'environnement, droit de l'énergie, l'urbanisme et la construction, la mise en œuvre des projets. Ouais. Quel type de frein vous rencontrez? Ou ces projets rencontrent-ils? Parce que ça va éclairer notre discussion suivante sur la loi d'exception. Tout à fait. Donc, il y a de nombreux freins au jour d'aujourd'hui. Les derniers travaux parlementaires mettent l'accent très fort sur la complexité administrative des procédures d'approbation de ces projets. On parle vraiment d'une millefeuille, d'une couche administrative de plus en plus complexe pour les acteurs de projets. Il y a aussi un enjeu d'acceptabilité des projets sur le terrain, c'est-à-dire la consultation des citoyens et la mise en œuvre, l'adhésion de nos concitoyens à ces projets de développement renouvelable. Ouais. Est-ce qu'il y a une énergie renouvelable plus compliquée que les autres? Moi, je vais spontanément dire l'éolien, mais est-ce que c'est une réalité de terrain ou pas? C'est vrai que l'éolien terrestre est connu pour susciter de vifs débats sur le terrain local. Ce n'est pas forcément le plus complexe sur le plan technique, parce qu'il y a eu un enjeu de simplification majeur depuis 2 ans sur la filière éolienne. L'éolien en mer, par exemple, a connu de très grandes complexités depuis 10 ans. Le premier appel à projet d'éolien en mer a été lancé il y a 10 ans et on n'a pas encore eu le premier projet mis en service. Donc ce sont des délais extrêmement longs, des projets complexes à porter. On dit aussi que la filière photovoltaïque est plus simple et plus facile à mettre en œuvre, mais il y a aussi de vives contestations par les agriculteurs qui voient aussi une occupation des terres agricoles utiles par des panneaux photovoltaïques. Oui, évidemment. Et donc, on vous a invité pour parler de cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de faire voter une loi d'exception pour développer les énergies renouvelables. Ça consiste en quoi, une loi d'exception? Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas vraiment un terme d'art. En fait, il n'y a pas de loi d'exception dans la Constitution. Le terme signifie simplement une loi prise en urgence pour répondre à une problématique donnée, souvent par des règles dérogatoires au droit commun, c'est-à-dire on fait des choses plus vite, un peu différemment, pour une raison donnée. Donc on en a fait, par exemple, lors de la mise en place des Jeux olympiques à Paris. C'est-à-dire on a voté une loi qui facilite, qui rend plus opérationnelles les démarches d'urbanisme pour faire émerger ces projets. Mais on a aussi connu des lois dites d'exception lors de la pandémie de la Covid-19. Enfin, c'est simplement un terme qui dit on va faire vite et on va faire de façon dérogatoire. Alors, si on rentre dans le détail, je vais commencer par les contraintes administratives, ce millefeuille dont vous parlez. Une loi, ça pourrait changer quoi? Donc, en réalité, le constat qui était posé par les travaux parlementaires menés par Castex avant son départ était que pour mettre en place un projet renouvelable de base, il y a une multiplicité de procédures qui sont très complexes à appréhender pour les porteurs de projets. Il ne faut pas moins de 30 permis différents, par exemple, pour mettre en place un projet d'éolien en mer. Ce qu'on espère de cette loi, c'est donc une simplification des procédures, une réduction du nombre de procédures administratives, peut-être aussi des formes de guichets uniques, c'est-à-dire un interlocuteur dédié pour les porteurs de projets au sein de l'administration pour faire accélérer le traitement des dossiers. Quand on sait qu'en moyenne, un projet éolien terrestre prend 7 ans pour sortir de la Terre, et qu'en Allemagne, on est capable de faire la même chose en la moitié du temps, et encore en Grande-Bretagne, on constate qu'il y a une sorte de lenteur des procédures en France, auquel on doit forcément remédier. D'accord, donc le premier levier, c'est ça, les contraintes administratives. Ensuite, sur les riverains, est-ce que ça signifie moins de recours pour les riverains? Parce que quand on entend la d'exception, ça peut être évidemment ce qui nous vient à l'esprit. Tout à fait. Il y a aussi une tension, effectivement, entre convaincre le riverain que le projet est dans son intérêt et imposer. Donc, Macron, lors de son discours à Belfort, a beaucoup parlé de la planification stratégique, c'est-à-dire le fait d'aller consulter les riverains en amont, c'est-à-dire situer les projets dans des endroits moins sensibles, avec moins d'impact. Mais c'est vrai que sur le terrain, on constate les recours deviennent pratiquement systématiques, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance quelque part dans la consultation qui est menée. La raison de cela, à mon sens, c'est qu'on consulte finalement assez tardivement. Trop tard. Dans le projet. C'est-à-dire, on consulte le public au moment où le projet technique
et scientifique est déjà figé. Et donc, le donc, a le sentiment de ne pas vraiment réellement contribuer à quelque chose. Je comprends, où on leur dit, bon, bah, c'est un peu binaire, quoi. Exactement. C'est oui ou non, alors que si on les associe plus tôt, ils peuvent... Mais même si on les associe financièrement, alors ça, c'est peut-être pas exactement votre parti, mais pour faire accepter certains projets d'éolien, on voit que c'est plus facile quand il y a un intéressement financier pour les riverains, on le comprend. Tout à fait. Et les derniers rapports parlementaires mettent vraiment l'accent sur le fait que le citoyen impacté par ces projets ne se retrouve pas dans les projets, dans les retombées économiques de ces projets. Donc il y a un enjeu peut-être de fiscalité locale, mais il y a des enjeux aussi de création d'un bassin d'emploi auprès de ces filières. Macron a justement parlé de son discours à Belfort, mais en toute telle cause, il faut impliquer le citoyen au plus près du projet et en amont. Ouais. Et peut-être faire prendre conscience aux Français qu'il n'y a pas de projet d'énergie renouvelable sans inconvénient, quoi, quel que soit Absolument. quel que soit le choix. A un impact. Ouais. Tout a un impact, que ce soit l'éolien, le solaire ou évidemment le nucléaire. Ça va pas être si simple de choisir ce qu'on met à côté de chez soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ouais. Sur les règles administratives, je reviens sur cet aspect des choses. Est-ce que quand même ça augmente pas le principe d'une loi d'exception ? Est-ce que ça n'augmente pas le risque de voir aboutir des projets un peu mal ficelés ou alors construits sur un mauvais site ? Enfin. C'est vrai que paradoxalement, le fait d'avoir recours à une loi dite d'exception, c'est-à-dire créer encore de nouvelles procédures expédiées, plus rapides, on pourrait tout à fait craindre que d'abord on accroisse la complexité qui est déjà trop pesante sur le terrain, et qu'effectivement on passerait à côté d'enjeux fondamentaux de biodiversité, de l'acceptabilité locale des projets. Ce qu'on l'espère de la loi quand même, c'est qu'on passe toujours par une planification stratégique. En amont, on consulte les citoyens, et c'est uniquement dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a choisi un endroit propice, on a associé le citoyen au choix du développement, qu'on peut à ce moment-là lever les contraintes réglementaires. En tout cas, c'est la logique qui devrait être, à mon sens, derrière l'instrument législatif, mais on attend de voir. Ouais. Est-ce que c'est un processus différent si on fait un comparatif éolien et solaire, parce que vous avez été amené, dans le cadre de vos activités dans le cabinet Reed Smith, à accompagner différents projets d'énergie renouvelable. Est-ce que ce sont des problématiques différentes ? C'est-à-dire que, est-ce que le processus doit être différent pour l'éolien ou pour le solaire, dans le cadre d'une loi d'exception, ou alors que finalement, bon, c'est des principes de base, quoi ? À mon sens, c'est plutôt des principes de base. Et d'ailleurs, on a perdu, justement, je pense, en dissociant les procédures et en créant des approches spécifiques pour des types de projets donnés. Parce que fondamentalement, un projet d'énergie renouvelable, c'est quoi ? C'est une source de production rattachée au réseau public de transmission, avec un certain nombre d'enjeux de construction et de mise en œuvre technique. Et donc, effectivement, une des reproches qu'on pourrait faire au système actuel, c'est qu'il existe un guichet unique pour l'éolien terrestre, il existe d'autres règles régulatoires pour le photovoltaïque, il existe encore d'autres règles pour tout ce qui est photovoltaïque en toiture. Et donc, est-ce qu'on ne gagnerait pas en simplifiant justement les procédures et allant vers un modèle unique de permis enveloppe qui permet de traiter tous les types de sujets qui sont récurrents dans tous les dossiers d'énergie renouvelable en France. Il faudrait peut-être mettre de côté tout ce qui est en mer, parce que là, l'enjeu technique est énorme. Enfin, ce sont des projets qui se construisent sur de plus longues périodes, de façon plus technique. Oui, et on rappelle que sur l'éolien maritime, la France est très en retard, très en retard par rapport à d'autres pays européens, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, pour ne citer que les deux premiers du classement. Cette loi d'exception, elle est évidemment rendue encore plus urgente par la guerre en Ukraine, par les sanctions sur le pétrole russe qui se mettent en place. Vous espérez que cette loi, elle puisse arriver quand ? Parce qu'elle a été préparée par le gouvernement de Jean Castex. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne. On attend les législatives. Donc, ça peut être à quel horizon ? On pense que la présentation de la loi devrait arriver cet été. Oui. Bon, il faut d'abord passer une loi importante sur la consommation d'abord, donc on verra les temporalités précises. En réalité, la loi se prépare depuis très longtemps, même si le discours de Macron arrive là, maintenant, dans un contexte géopolitique d'une crise mondiale de l'énergie. En réalité, les travaux de préparation de cette loi datent déjà d'il y a un an. Les choses sont bien avancées. Il y a aussi un rapport très important de RTE, donc l'opérateur du système de transmission électrique national, qui va dans le même sens, c'est-à-dire vers la simplification et vers le
développement, le renforcement des capacités énergétiques françaises pour les besoins des Français. Merci beaucoup, merci Nicolas Walker. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat tout de suite. Comment lutter contre les infox, les fake news climat sur les réseaux sociaux.